Il y a toujours eu la conscience humaine. Et qu'il y a là donc une récusation de l'argument qui consiste à dire à l'époque c'était supportable, c'était tolérable, c'était ordinaire, c'était banal. Non, il y a toujours eu des consciences humaines. Ce qu'on appelle l'hospitalité traditionnelle, ou la traditionnelle hospitalité africaine, s'agissant en tout cas des Européens qui sont arrivés là-bas, cela a apporté tort à l'Afrique, évidemment. Aujourd'hui, le monde a changé. On vit dans une société qui est concassée, qui est éparpillée, qui est mondialisée. L'histoire est tiraillée par deux choses. Elle dépend du présent. Et effectivement, le problème quand le passé dépend du présent, c'est qu'il y a forcément des anachronismes et qu'on va, de ce fait, aller voir des crimes contre l'humanité chez Colbert, on va aller voir des crimes contre l'humanité chez Napoléon, ce qui est absolument débilissime, dans la mesure où c'est un concept moderne inventé à Nuremberg. Donc l'histoire, et c'est pas de votre faute ni celle de Patrick Boucheron, est tiraillée entre le présent depuis lequel elle fait sens parce qu'elle doit ressembler à la société et en même temps l'anachronisme qui la fait rendre aberrante quand on lui pose des systèmes de pensée qui n'existaient pas il y a 200 ans. Au XVIIe siècle, il y a eu ceux qui se sont vraiment révoltés et qui ont pris des risques et qui l'ont payé assez cher, mais qui ont parlé des droits humains, qui ont parlé des droits humains, qui ont parlé des crimes contre l'être humain et qui ont parlé des réparations. Tout Français, bien né ou mal né, sait que Versailles existe. De la même façon, tout Français doit savoir qu'il y a eu des siècles d'esclavage, que la France a été esclavagiste pendant des siècles. Ce qui est important dans ce que nous indique, que nous enseigne Louis Salamolins, il y a une conscience humaine, et qu'on trouve des traces dès les premiers temps humains. Lorsque le Code noir est sorti en 1987, il y a eu un effet de surprise, un effet de stupéfaction. Avant cette époque, c'est-à-dire avant 1987, la notion même, l'idée même de génocide concernant la déportation massive d'Africains de l'univers concentrationnel d'Amérique et leur asservissement là-bas, l'idée même de que cela pouvait être un crime contre l'humanité était vraiment tournée en dérision. Aller voir des crimes contre l'humanité chez Colbert, on va aller voir des crimes contre l'humanité chez Napoléon, ce qui est absolument débilissime. Tournée en dérision par qui? Par les héritières des anciennes esclavagistes, par les héritières des anciennes négrières, et parfois même par des Noirs, soit africains, soit descendants d'Africains déportés. Et pour cause, parce qu'ils avaient tous été éduqués à la même école. Et ceux qui avaient fait des études supérieures étaient allés aux mêmes universités que les Blancs. Ils avaient donc intériorisé les mêmes dénis d'humanité, les mêmes dénis de justice qui avaient caractérisé justement tout ce qui concerne cette histoire. En 1987, lorsque Louis Salamolins a fait l'exhumation de cette monstruosité juridique, d'un côté, le code lui-même, ça a choqué. Mais ce qui a choqué davantage, l'intelligence française, l'établissement intellectuel français, ce qui l'a choqué davantage, c'est que Salamolins, dans les commentaires avec lesquels il a accompagné le Code noir, il a vraiment mis en évidence comme personne n'avait jamais osé le faire ou n'avait jamais voulu le faire avant lui. Il a mis en évidence le silence complice, le silence assourdissant des Lumières. Des Lumières à la période où il s'éclairait. Cette mise en évidence qu'il a fait, ça lui a valu les critiques les plus violentes à cet homme. Il y a eu une émission dans le programme
de cet homme qui parfois prend des positions comme si c'était un négrophobe. Comment ça s'appelle? Alain Finkielkraut, voilà. Il avait à l'époque, je ne sais pas s'il a toujours, un programme qui s'appelait, je crois, Réplique. Et bon, c'est une époque où j'écoutais France Culture, parce qu'à l'époque, France Culture était encore une radio plutôt intéressante. Un samedi, donc, j'écoutais cette émission où ce monsieur, donc Finkielkraut, reprochait à Salomon Lang le fait d'avoir critiqué les Lumières alors que, d'après lui, d'après ce monsieur, c'était les Lumières justement qui avaient donné les arguments avec lesquels on pouvait condamner l'esclavage. Autrement dit, avant les Lumières, il n'aurait jamais été possible de condamner l'esclavage puisque cela n'avait jamais eu lieu. Comment j'aimerais aujourd'hui faire parvenir à ce monsieur, s'il est toujours ici en France, en train de prendre les mêmes positions qu'il y a encore quelques années, j'avais découvert qu'il les caractérisait à notre égard, comment j'aimerais les faire parvenir un exemplaire du livre de Salomon Lang, Esclavage et réparation, juste pour que ce monsieur, que je crois est un philosophe, si je ne me trompe pas, il est... Ah oui, il a été même... il est à l'Académie française. Voilà, c'est ça, il est à l'Académie française. Ça serait quand même intéressant de le faire parvenir un exemplaire de cet ouvrage, juste pour le faire savoir que contrairement à ce qu'il a dit, il y a de cela maintenant plus d'un quart de siècle, ce n'est pas vrai du tout qu'il a fallu attendre les Lumières pour que des arguments hostiles à l'esclavage puissent être maniables, puissent être, si on peut dire, inventés, parce qu'avant cela n'aurait pas été possible. Au XVIIIe siècle, des Lumières dont Montesquieu lui-même, contrairement à ceux qui ont fait les Capucins, il a invoqué la pitié et la miséricorde, figurez-vous, au sujet des esclaves. La pitié et la miséricorde. Voilà ce que M. Montesquieu a trouvé de bien pour invoquer. M. Finkielkraut vous dirait qu'à l'époque, ce n'était pas possible de faire autrement. Mais dans cet ouvrage, au XVIIe siècle, vous voyez, au XVIIe siècle, non seulement ils ont exigé la fin de l'esclavage et des réparations pour les victimes, mais ils n'ont pas invoqué la miséricorde. Ils n'ont pas invoqué la pitié. Ni pitié ni miséricorde. Ils ont invoqué droit et justice. Et ils ont parlé des droits humains. Humanos derechos. Demandons-nous comment nous pouvons élever notre conscience à la hauteur de ces deux capucins qui ont un regard sur le monde, parce que toutes les démonstrations qui sont faites, elles montrent à quel point ils sont capables d'aller plus, capables d'interroger les lois, ils sont même capables d'aller jusqu'à dire, mais s'il n'y a pas de lois écrites, que disent les lois non écrites? Ils sont capables d'aller jusque-là. Est-ce que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes capables d'aller jusque-là? Notre combat doit avoir une double action, si vous voulez. D'une part, faire reconnaître par les autres nations, comme la France l'a fait, qu'il y a lieu de qualifier ce comportement de crime contre l'humanité, et d'autre part, d'éviter le piège dans lequel la France se sent piégée et nous piège. C'est-à-dire une confusion entre la morale et le droit. La morale, il y en a marre. La morale n'est pas l'affaire du Parlement. La morale n'est pas l'affaire du Sénat. L'affaire du Parlement, l'affaire du Sénat, l'affaire de la nation, c'est le droit. Le thème des suites de l'esclavage, le thème des réparations, on le sort de la morale où il n'a rien à faire et on l'installe dans le droit. Que des peuples, au nom d'une race, la blanche, et des deux religions dites révélées, le judéo-christianisme et l'islam, en viennent à ravaler d'autres hommes au rang de bêtes sauvages
cela fut le crime incommensurable perpétré par l'Occident chrétien et le monde musulman. Ça, c'est la réalité, ça.